Nous avions pour coutume de commencer à l'heure. Comme vous le savez, nous sommes en retard de quelques minutes. J'en profite pour vous dire merci de votre présence, dans l'attente que notre public aussi retardataire et pris par les vieilles habitudes universitaires du cadre académique arrive. Et j'en profite pour dire quelques mots sur la séance d'aujourd'hui. Le thème préchoisi depuis un certain temps est un thème de prégnante actualité. Vous avez vu les informations de ces derniers jours. Nous avons à notre table cinq éminents spécialistes qui vont entrer dans le vif du sujet, chacun pour sa discipline, sa part, sa prédilection intellectuelle et son professionnalisme. Pour ma part, je commencerai, comme je fais d'habitude, par une présentation très générale et volontairement abstraite pour m'empêcher d'empiéter sur les thèmes sur lesquels les spécialistes auront mieux à dire que moi-même. Comme vous le savez, je vais présenter singulièrement les différentes personnalités. Et donc, sur la base évidemment des CV qui m'ont été fournis, je ne ferai pas de commentaires sinon élogieux, puisque chacune de ces personnalités est éminente par sa formation, par la place qu'il occupe au sein des institutions et pour le parcours intellectuel et souvent institutionnel, voire politique, qu'ils ont accompli. Alors, le thème est celui de Daesh, c'est la dénomination française de l'État islamique. L'aspect suivant, assez abstrait, universitaire, incompréhensible, mais que nous tâcherons de mettre en valeur, est l'ère de la symétrie. On tâchera de dire quelque chose à ce sujet. Et si vous me le permettez, je vais commencer tout de suite. Dans un environnement stratégique entré dans une phase de déséquilibre permanent et de conflits durables qui accroissent l'importance des instabilités et les facteurs de perturbation où tous les jeux sont ouverts, mouvants et révocables, la guerre contre l'État islamique concerne non seulement le Proche-Orient et le Golfe, mais l'Europe, la Russie, les États-Unis et toutes les puissances régionales, principalement l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie, sans exclure l'État hébreu. Dans sa progression en direction de Damas, si le régime de Bachar el-Assad tombe, la première cible sera Israël. Le conflit qui agite le Proche-Orient depuis longtemps est l'expression d'un enjeu de domination totalitaire et à large spectre qui a pour objet la région, et non seulement. L'État islamique, doué d'une organisation territoriale ignorant les frontières politiques entre deux États en décomposition, l'Irak et la Syrie, dispose d'une stratégie d'expansion, d'une grande mobilité tactique étalée sur plusieurs fronts. Du point de vue politico-militaire, les répercussions de la lutte anti-Daesh impliquent, selon Laurent Fabius, bien connu, ministre français des Affaires étrangères, une politique de rassemblement inclusif, bref, une coalition large qui lie le soutien militaire de l'Alliance des volontaires conduite par les États-Unis au respect des engagements politiques pris par le nouveau gouvernement irakien dirigé par Haïder al-Abadi. Depuis peu de temps, l'État islamique a fait des grandes avancées sur le terrain des combats, occupant un tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie. Or, jusqu'à l'implication éventuelle de la Turquie et d'Israël, l'État islamique
restera la force militaire la plus dynamique du Proche-Orient, car il progresse sur les fractures de la société syrienne et irakienne, comptant sur le soutien militant de candidats ou de combattants islamiques du djihad du monde occidental d'environ 20 000 unités. Contre la menace d'instauration dans Sannistan, tenu comme un État fanatique, théocratique et radical, aux projets salafistes, aux méthodes bahazistes, aux ambitions de souveraineté étatiste, les efforts anti-Daesh déployés par la Coalition of the Willing sont peu efficaces. C'est le moins que je puisse dire. Et cela pour plusieurs raisons toutes connexes. L'appui saoudien et turc, le manque de volonté de combat de l'armée irakienne, l'absence de détermination et d'idées des Occidentaux, le fait que dans tout conflit, la reine des batailles reste l'armée de terre et que l'appui aérien est un support puissant mais non décisif pour la victoire militaire. Je dis bien victoire militaire et pas politique, car ce qui compte, c'est l'occupation du terrain. Ainsi, dans le Proche et Moyen-Orient, multi-ethnique, multi-religieux et multi-civilisationnel, tenu historiquement comme la zone géopolitique la plus complexe et la plus turbulente du monde, l'occupation du terrain exige des alliances locales et un projet de stabilisation générale. Ce projet de fractionnement stratégique et d'influence politique prime sur la logique des alliances, car il implique historiquement les puissances mondiales extérieures. En effet, aucune configuration locale des forces ne dispose d'autonomie stratégique. C'est pourquoi l'implication des grandes puissances est déterminante en fonction d'un certain nombre de critères que je me permets d'énumérer, même s'ils ne sont pas exhaustifs. L'intérêt géopolitique et géostratégique différencié, l'importance de l'échiquier régional par rapport au théâtre global où se mesurent les rapports de force entre puissances multipolaires, les priorités des agendas politiques des puissances régionales, l'évaluation des capacités de soutien et de projection de force des garants extérieurs et de leurs marges de manœuvre. Également, le réseau des alliances locales mutantes et instables. Quant à la nature de la menace, la gravité et l'étendue de celle-ci déterminent l'ampleur de la coalition et prétendument son efficacité. Je dis bien prétendument, sur papier. Quel type de menace représente Daesh dans le cadre de ses relations entre l'Europe et le monde musulman? Là aussi, je fais une petite énumération non exhaustive. Celle d'être un projet théocratique prêchant au nom du califat la pureté des origines. Celle d'être une alternative intégriste et radicale à la démocratie qui a inspiré les printemps arabes comme option pour parvenir au pouvoir. Celle d'être un théâtre d'entraînement et de recyclage pour les djihadistes du monde entier. Je vais très vite, sans vouloir, comme je l'ai dit, entrer dans l'approfondissement de chaque point évoqué. Par son projet de souveraineté de type classique, doué d'une administration territoriale et ignorant les frontières politiques, Daesh s'oppose à la conception de Al-Qaïda, dont l'organisation est migrante, déterritorialisée et transnationale. Ainsi, la réponse à cette menace définit le type de conflictualité qui caractérise la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme islamique.
Or, la violence, nous entrons dans le thème d'une explication prétendument exhaustive et simplifiée de ce que nous entendons pour asymétrie. La violence extrémiste a engendré un tournant depuis 2011, depuis 2001 dans les relations internationales et a ouvert l'ère de la politique globale. Le terrorisme apparaît par sa fonction objective comme un pouvoir égalisateur des faibles et par sa fonction subjective comme une stratégie d'usure et d'activation politique anti-occidentale. Puisque l'objectif permanent des acteurs fondamentaux du système international reste la stabilité ou la stabilisation de certaines régions ou la régulation des conflits là où c'est possible. C'est à la stabilité que s'attaque le terrorisme et c'est à la régulation que vise l'apparition de menaces non conventionnelles. La contraction du temps et l'intégration du réel dans le virtuel permet au terrorisme d'éveiller, de frapper et d'agir en temps réel à l'échelle du globe, unifiant des formes de combat qui sont à la fois atypiques, asymétriques, géopolitiques, interconnectées et métapolitiques. Je ne veux pas rentrer dans l'approfondissement de chacun de ces points pour vous épargner un effort mental qui est mieux utilisé si vous écouterez nos orateurs successifs. Il me semble que la géopolitique de l'interconnexion ou de la connexion soit, du point de vue opérationnel, le point le plus important. Entre autres, parce qu'il fixe une dualité de stratégie. La stratégie sur le terrain qui ne correspond pas à la stratégie du perçu médiatique. La première étant locale, l'autre étant générale, voire même globale. Sur les formes de l'antiterrorisme, nous avons 4 points à préciser. L'action militaire directe, l'action militaire indirecte, la coordination civile internationale et l'action internationale des forces spéciales. Alors, pour ce qui est du terrorisme en général, il faut prendre en considération et retenir le point qu'il n'y a pas de terrorisme sans un acteur failli ou hors la loi qui soutienne, du point de vue logistique et financier, l'effort des combattants sur le terrain. Voilà quelques conclusions d'introduction générale et je me permets, si vous me le permettez, de présenter le premier des conférenciers, qui est Pierre-Christophe Chatsisavas du bureau du desk Syrie du Service européen d'action extérieure. Alors, M. Chatsisavas a été représentant officiel de la Commission et représentant officiel de la Commission du Service européen d'action extérieure, ECHO, DG ECHO. Il a travaillé comme chef de la gouvernance à la délégation des États-Unis au Tchad et il a été après conseiller politique à la délégation de l'Union européenne auprès de l'Union africaine en Éthiopie. Maintenant, avant d'être au desk Syrie, il a été en charge du Mali et du Sahel au Service européen d'action extérieure. Son expérience est prouvée, le légitime, peut-être pas celui qui va le dire, à s'exprimer au nom de son institution, mais sans doute à nous clarifier les idées concernant les approches retenues par les institutions qui commandent l'action politique internationale de l'Union européenne. Monsieur Chatsisavas, vous avez la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci.